Que la technique marche. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes branchés sur YouTube, eh bien, bienvenue à cette première émission. Alors, pour cette émission qui s'intitule « Et maintenant, pas de retour à la normale », eh bien, je suis super contente de pouvoir vous présenter. Alors, à la fois Olivier Youinou, qui est syndicaliste à l'AP-HP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris. Est-ce que vous voyez bien l'image d'Olivier Youinou ? C'est pas évident, hein, c'est un essai Jitsi. Comment? Il vous a dit bonsoir, parce que moi je ne le vois pas sur mon écran. Bon, c'est un peu une première. Hein. Alors, donc, Olivier Youinou, donc ça c'est hyper important pour nous, syndicaliste à la PHP, parce qu'avec toute cette crise que nous avons subie et qui continue, elle a révélé que toutes les politiques libérales avaient complètement mis à casser l'hôpital public et on a été dans une situation de sursaturation. On ne veut pas de retour à la normale et donc il va pouvoir à la fois nous raconter comment ça s'est passé sur Paris et quels sont tous les problèmes qui se posent maintenant et justement le bras de fer avec la direction de la PHP et aussi le gouvernement. Il y a également ce soir avec nous Jean-Baptiste Hérault de Droit au logement. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Tu dis bonjour. Bonjour. Est-ce que Jean-Baptiste a pu remettre son micro et dire bonjour à tout le monde? Ah bah non, ouais. Mon micro, j'ai dit bonjour. Donc Jean-Baptiste Hérault, ça va être super important pour nous d'avoir à la fois ton témoignage, parce qu'on a bien vu avec ce confinement que la situation de crise du logement qu'on connaît sur Paris, la région parisienne, mais aussi dans toute la France, eh bien, ce confinement a révélé d'autant plus la violence de cette crise-là. Et avec la crise sociale, il y a vraiment une grande bataille. Est-ce que les gens vont devoir arbitrer entre remplir leur frigo ou bien payer le loyer? Donc, tu vas pouvoir nous parler de ça. Puis en plus, aujourd'hui, je crois que vous aviez un procès important pour les familles qui occupent la rue du Croissant. Et donc, on aimerait bien avoir des nouvelles là-dessus. Il y a aussi avec nous Mylène Stambouli. Mylène Stambouli qui vous salue, qui est avocate, militante des droits de l'homme. Et oui, parce que cette crise a montré à quel point le gouvernement Macron en profitait pour accélérer sa dérive sécuritaire autoritaire. Le confinement, déjà, en soi, est une privation de liberté extrêmement problématique, mais ils en ont profité pour tout un tas de mesures et ça risque de bien continuer. Donc, il y a des batailles, mais hier, il y a quand même une petite victoire, et non des moindres, contre les drones, par exemple. J'aimerais bien que tu nous en parles, parce que, par exemple, la Quadrature du Net, la LDH avait mené bataille contre… On a quand même un préfet qui est sur Paris capable d'une logique répressive très forte. Donc, c'est intéressant de revenir sur toutes ces questions-là fondamentales. Et nous avons également Muriel Martin-Dupré de France Nature Environnement. Voilà, France Nature Environnement Paris. Non seulement la crise coronavirus, au point de départ, c'est d'abord une crise écologique. Et puis, on a bien vu que le virus… qui se propage d'autant plus s'il y a des problèmes de pollution. Là, en ce moment, on voit bien qu'on a tous envie d'avoir les parcs et jardins qui réouvrent. Enfin, on n'a pas envie non plus que ça rebétonne comme avant. Et puis, on a bien vu que tous ceux qui ont fait tourner Paris, c'est ceux qui ne peuvent pas vivre à Paris. Donc, il faudrait peut-être enfin penser le rapport à l'aménagement du territoire autrement. Et ça, c'est des questions écologiques et sociales à la fois. Alors, je vous préviens déjà qu'à 19h, Jean-Baptiste devra partir parce qu'il a une autre réunion urgente et que par contre, il y a Mathilde Panot, on est super content, notre députée vice-présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui nous rejoindra et qui nous racontera justement tout le bras de fer avec le gouvernement à la fois dans la période du confinement et maintenant, et qui ont fait en plus énormément d'auditions de tout un tas d'acteurs, donc tout un travail d'enquête citoyenne importante sur plein d'aspects. Alors, je informe tous ceux qui nous regardent que vous pouvez poser des questions à nos intervenants sur le chat et qu'en ce moment, il y a Élise Emmanuel qui nous aide sur la technique. Donc, si ça saute à un moment donné, c'est auprès d'eux qu'on râle. Mais c'est eux que je remercie beaucoup de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne et qui pourront à un moment donné nous couper la parole pour relayer les questions que vous posez sur le chat. Écoute, Olivier, je pense qu'on va commencer par toi. Raconte-nous justement la situation à la PHP. Tu me disais en début de confinement qu'on avait des capacités avant la crise du Covid que de 700 lits en réanimation et pourtant on est allé dans une situation de personnes en lit de réanimation explosif, quoi. Peux-tu nous parler un peu de cette sursaturation que tu as connue de l'intérieur?
Merci à vous. Oui, effectivement, c'est une des leçons que l'on en retire, hein, cette situation de départ qui était à l'évidence en dessous de ce qu'elle n'aurait dû être en termes de capacitaire et de moyens, et la capacité que l'hôpital public a eue par essentiellement l'engagement, le dévouement de ses agents, hein, à développer une capacité qui nous a fait passer de 5000 lits de réanimation à près de 11 000 lits sur l'ensemble du territoire, et à l'assistance publique de tripler son capacitaire en réanimation, et cela avec des effectifs qui étaient très contraints. Ça me permet dans un premier temps, hein, de vous faire part de la situation globale des soignants sur l'assistance publique après le pic de l'épidémie qui est derrière nous. On l'espère, hein, qu'on n'en aura pas un deuxième, mais en tous les cas, cette première vague est passée et on s'en sent mieux. Mais on en sort particulièrement épuisé, éreinté. On a beaucoup donné. On donnait déjà beaucoup avant, hein, mais là, les jours de repos ont été supprimés, les vacances ont été mises de côté, et les heures supplémentaires n'ont pas été comptées de la part de ces agents-là. On est donc épuisé. On est aussi frappé de plein fouet parce que il faut quand même le rappeler, la population soignante est plus contaminée, hein, jusqu'à 10 fois plus contaminée que la population générale. C'est lié en partie à ce que l'on a appris aussi, hein, à travers cette crise-là, un manque de matériel criant et notamment de manque de matériel de protection. On compte sur la seule assistance publique plus de 4700 agents contaminés, c'est-à-dire recensés contaminés, qui ont été testés parce qu'ils présentaient les symptômes. 4700, et parmi eux, plus d'une dizaine ont été hospitalisés dans nos propres lits de réanimation, et 5 aujourd'hui en sont décédés sur la seule assistance publique, hein. Donc c'est quelque chose qui est dur, hein, pour des soignants, de se dire que on allait au conflit, on allait au combat, on allait au front, pour reprendre les termes guerriers que le président Macron lui-même a employés, et on y allait quasiment à poil. Rien. On y allait quasiment à poil. Et le constat en sortie de crise, il est dramatique pour nous, dans la souffrance physique pour ceux qui ont été contaminés, dans la souffrance psychique aussi, dans laquelle on a été quand même tous dans cette période-là, d'aller au travail, et de se dire que on pouvait ramener possiblement à la maison le soir ce putain de virus et contaminer nos propres familles qui respectaient pourtant le plus strictement possible le confinement. Donc c'était des situations qui étaient particulièrement compliquées. Qu'est-ce qu'on retient, nous, de cette période? Alors, si c'est le soignant qui parle ou si c'est le syndicaliste. Si c'est le syndicaliste, il va vous dire il ne fait que confirmer ce qu'il disait depuis des années. Si c'est le soignant, il vous dit… Ça faisait quand même un an que vous étiez en grève, hein. Ça faisait un an que vous faisiez des grèves à l'hôpital public. C'était pas faute d'avoir alerté, prévenu que la situation était explosive, quoi, hein. Exactement. Ça faisait quand même depuis 2009 que la logique hôpital, patient, santé, territoire de la loi Bachelot, vous la dénonciez. Et que la situation allait arriver à son point de non-retour, quoi. Exactement. Et donc, tu fais bien de le soulever, hein, les revendications que l'on portait depuis plus d'un an avec le collectif Inter-Urgence et le collectif Inter-Hôpitaux portaient sur des thèmes, des revendications qui ont été dont les effets ont été criants sur la crise Covid. Le manque de lits, le manque d'effectifs, et corollaire à ce manque d'effectifs-là, le niveau de rémunération des soignants, parce qu'il n'y a pas d'attractivité et de fidélisation si on continue à être payé comme on l'est aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc, on le disait, on le dénonçait depuis très longtemps. Les politiques austéritaires menées depuis maintenant plus de 10 ans par les gouvernements de droite et de droite qui se sont succédés, ont amené aujourd'hui le service public et les hôpitaux publics en particulier dans un état de décrépitude folle, quoi. On a vécu
le budget, le financement de l'hôpital comme une variable d'ajustement à cette règle d'équilibre budgétaire, de ne pas dépasser les 3% de dette par rapport au PIB. Enfin bref, le service public a payé cher de ces politiques-là et l'hôpital public en particulier. On est arrivé à un point où on a baissé notre capacitaire, on nous a fermé des lits, on nous avait fermé même des établissements, on nous a mutualisé des services, on nous a dit qu'on savait pas faire, on nous a supprimé des postes, et tout ça on le paye très cher dans le cadre de cette crise-là. Le capacitaire, on a su s'adapter, mais on s'est adapté dans la crise par le dévouement et l'engagement des personnels eux-mêmes, pas par les moyens qui nous étaient donnés. Et là, la leçon qu'on tire aussi, c'est cette dépendance de la 5e puissance mondiale aujourd'hui sur le marché international, quand ça se traduit très clairement par des manques de matériels médicaux, parce qu'on a su ouvrir des lits, mais on n'avait pas de respirateurs à mettre en face, on n'avait pas de pousse-seringues, on n'avait pas de moniteurs. Donc, on avait ouvert des surfaces et on n'avait pas les moyens de faire de la réanimation. Le manque de matériel de protection, être tributaire du marché, et j'ai en tête cet exemple-là où au plein cœur de la crise, en plein pic de la crise, on attendait des masques de protection. La France nous avait dit, le gouvernement nous avait dit en avoir commandé et qu'un avion était parti de Chine pour nous livrer. Cet avion-là a été détourné sur le tarmac du Caire en Égypte parce que les Américains ont mis plus cher pour l'avoir. Et ces masques que l'on attendait, qui nous étaient essentiels, sont partis sur New York parce que ça a été au plus donnant. Donc cette logique-là, ce capitalisme mondialisé, on en a compris aussi à travers cette crise-là qu'on n'y trouverait pas de solution et qu'au contraire, on était de plus en plus poussé dans l'impasse. Donc, on a un petit virus là, un petit truc de 500 nanomètres qui a ébranlé le modèle des développements choisis jusqu'alors, hein, et ce qui nous fait dire que, plus jamais ça. Et donc, pas de retour à la normale, effectivement. Et on reviendra tout à l'heure avec toi justement sur le grand foutage de gueule de la médaille proposée. On pourra aussi revenir sur le discours de Macron hier qui prétend qu'il n'y a jamais eu de pénurie de masques. Et puis surtout, on reviendra sur, pour l'instant, il n'y a pas un centime de mis sur la table pour l'hôpital public. Alors justement, il y a une crise sociale qui est sans précédent, mais surtout d'abord tout ce confinement, Jean-Baptiste, je voudrais te poser la question. La situation, elle a été terrible, quoi. Je veux dire, on ne vit pas la même chose, le même confinement quand on est dans un super appart, quand on se barre dans une baraque à l'île de Ré, que quand on est dans des problèmes de mal logement ou de suroccupation. Est-ce que tu peux nous parler justement à quel point la crise et le confinement a révélé l'urgence de changer totalement notre politique en matière du logement et de respecter le droit au logement? Est-ce qu'il est là, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste Hérault du DAL, nous sommes en direct. Eh bien, on va essayer de voir. Est-ce qu'il y a un petit problème de connexion pour remettre sa caméra et son micro? Jean-Baptiste, est-ce que… Parce que vraiment, là, la situation, elle a été terrible. Et on se retrouve avec… Jean-Baptiste Hérault qui revient ou pas? Quelle est la situation de sa connexion? Alors? Est-ce que Élise ou Manuel, vous pouvez recontacter Jean-Baptiste? Et alors, est-ce que sinon, Élise et Manuel, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions en ce moment sur le chat? Je voulais vous dire qu'aussi, avec Décidons Paris, on fait un appel à témoignages sur justement toutes les difficultés qui peuvent perdurer dans ce déconfinement, que ce soit sur votre lieu de travail, sur votre quartier, pour faire remonter aussi l'ensemble de ces problématiques. Bon, alors Jean-Baptiste, j'ai envie de savoir. Il y a une question. Il y a une question de Roxane qui demande: est-ce que les soignantes et les soignants recevront des primes et des augmentations de salaire pour leur travail durant l'épidémie? Et est-ce que les miettes accordées en termes de moyens resteront après la crise?
Alors, ce que je te propose, Olivier, tu commences à répondre, mais si jamais Jean-Baptiste arrive, comme après il devrait repartir, je te coupe la parole et je lui donne la parole, ok? Oui, c'est d'accord, j'en tiendrai par rigueur. Sur la reconnaissance des soignants, alors vous avez bien compris qu'à l'évidence, on ne va pas se contenter d'une médaille. Je crois qu'en l'état actuel même, on la refusera. Mais je crois que Jean-Baptiste est venu, donc je dois répondre plus tard, je crois. Bienvenue à toi, Jean-Baptiste. Non, ça ne marchait pas. Ah, alors, ça marche. Vous m'entendez? Alors, ben raconte-nous justement du point de vue du DAL, qu'est-ce que vous avez pu constater que vous dénonciez déjà depuis des années pendant ce confinement? Très clairement, hein, d'abord, on a bien vu que le gouvernement n'a pas mis tous les moyens nécessaires en œuvre pour accueillir tous les sans-abri dans des conditions décentes, que de nombreuses, d'une part, beaucoup sont restés dans la rue, d'autre part, beaucoup de familles ont été également installées dans des hôtels, dans des conditions parfois vraiment sordides, quoi, au lieu de mettre en œuvre la loi de réquisition qui aurait pu très bien servir pour loger notamment des familles avec enfants sur des logements Airbnb loués à l'année. Bon, toutes les locations Airbnb étaient vides, comme d'ailleurs tous les hôtels. Alors, quelques hôtels ont été réquisitionnés par l'État, mais assez peu en réalité. Ils ont été réquisitionnés ou ça a été un accord aussi avec les groupes hôteliers? Moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils ont vraiment réquisitionné. Donc, ils ont fait un accord. S'ils avaient réquisitionné, ils auraient pu en avoir beaucoup plus. Hein. Non, on a eu, par exemple, nous, un exemple d'arrêté de réquisition qui a été pris par le préfet du 93 sur un hôtel à la frontière, à la lisière de Paris. Bon, voilà, donc il y a des cas, je pense que, non, avec l'accord, d'accord, hein, évidemment, c'était une pré-négo avec accord, mais il y a eu des arrêtés de réquisition, bon, qui ont été utilisés pour, on va dire, sans doute, afin de sécuriser juridiquement les hôtels qui accueillent les sans-abri, je ne sais pas quoi, enfin, ça, c'est leur soupe, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont ils ont réquisitionné quelques hôtels. Pour autant, la plus grande part des gens hébergés étaient dans des conditions quand même assez lamentables d'hébergement. On en a même vu qui étaient hébergés dans des gymnases, ce qui est quand même assez inimaginable, alors que bon, on était justement en train de dire il faut lutter contre la propagation, etc., etc. Bon, voilà. On a saisi aussi le Conseil d'État là-dessus. Bon, je passe ces détails, mais si vous voulez, c'est clair que. Est-ce qu'il n'y a que pour moi qu'on a perdu ta caméra ou est-ce qu'on a perdu ton image pour les autres? Là, c'est bon? Là, c'est mieux, voilà. Ah, très bien. Mais non, mais j'ai un problème de réseau, hein, clairement. Excusez-moi. Mais le son n'a pas été coupé, donc on a gardé le fil. Bon, juste parenthèse, sur les gymnases, en plus, on sait que les conditions sanitaires n'étaient pas respectées. Hein. Je veux dire, c'est pas possible de lutter sur le potentiel cluster si on met des gens dans les gymnases. Hein. Certain. Et donc, après, la deuxième question qui a été poussée, qui a été soulevée, qui a émergé dans les médias, bon, parce que les associations ont poussé, nous aussi, on a communiqué sur ce sujet. Beaucoup de mal logés étaient prêts à témoigner, d'ailleurs, des conditions sordides dans lesquelles ils étaient, en situation de surpeuplement, dans des logements humides, voire indignes, comment dirais-je, insalubres, etc. Donc, là aussi, cette question aurait dû être résolue, enfin, au moins partiellement, par une action volontaire de l'État pour aller voir les familles, leurs conditions de logement et éventuellement les mettre à l'abri dans des conditions saines. Hein. Et c'est sûr que le surpeuplement auquel s'est rajouté, en tout cas, c'est clair que le confinement a mis en évidence les inégalités de logement, bon, et a mis aussi en évidence la crise du logement qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays. Alors, le troisième point, c'est la question des loyers et des traites. En réalité, parce que dans le programme, dans le plan du gouvernement, il met des milliards pour sauver des grosses boîtes, mais il n'y a pas un centime sur la question du logement, pas un centime. On est bien d'accord. D'ailleurs, Denormandie a passé son temps, enfin si un peu sur l'hébergement, mais sur la question des impayés, des loyers et des risques majeurs, importants qu'il y a aujourd'hui, des difficultés que peuvent rencontrer les locataires et les accédants à la propriété, pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils renvoient sur les fonds de solidarité logement et qui sont financés aux 2 tiers par les conseils généraux, par les départements, et qui sont financés, je dirais, abondés juste pour 1 tiers par l'État, et également sur les ADIL, l'association départementale d'information logement, qui renvoie aussi, elle, sur les FSL, sur les fonds de solidarité logement. Donc, je veux dire, bon, on tourne en rond, et c'est évident que
les gens qui ont rencontré des difficultés locataires ou des accidents qui ont rencontré des difficultés à payer leur loyer, aujourd'hui, sont dans une inquiétude très, enfin, considérable. Alors, l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, a évalué qu'il y avait entre 2,5 et 2,8 millions de ménages, soit à peu près 25% hein, des locataires, des accédants qui se retrouvaient pardon, 25%, j'exagère un peu, en tout cas, c'est aux alentours de 10% des ménages qui allaient rencontrer des difficultés sérieuses pour payer leur loyer ou leur retraite à la fin du mois. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque majeur d'impayé et ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une situation qu'ont connue les États-Unis ou l'Espagne après la crise des subprimes en 2008. Donc, avec des expulsions massives, aux États-Unis, rappelons-le, c'est plusieurs millions de ménages américains qui ont été foutus dehors, ou en Espagne, où là, c'est plusieurs centaines de milliers. Donc, il y a un risque majeur d'expulsion massive qui ne sera pas d'ailleurs immédiat, hein, qui va venir. Bon, les procédures peut-être vont être lancées, on va les retrouver à l'automne, et les expulsions commenceraient l'année prochaine. Donc tout ça serait un peu dilué, différé, mais en tout cas, ça amènerait à une vague massive d'expulsions. Alors, comme de Normandie a laissé entendre, et c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un discours qu'on a réentendu après, repris plus ou moins par les bailleurs privés, c'est-à-dire, bon, les bailleurs, faites un petit effort en direction de vos locataires, soyez tolérants, soyez conciliants, etc., négociez de gré à gré. Bon, mais on sait très bien que ça ne marche pas. C'est-à-dire que, bon, même si les bailleurs sociaux ont mis en place une charte, bon, dans laquelle… C'est pas contraignant, les chartes. C'est jamais contraignant. D'abord, c'est pas contraignant. Donc, c'est l'Union nationale, des bailleurs sociaux qui a proposé une charte signée avec un certain nombre d'associations de locataires, mais qui prévoit en gros, qui demande que les bailleurs sociaux ne lancent pas des procédures d'expulsion hâtivement et puis mettent en place un échéancier. Voilà. Mais un locataire qui aujourd'hui a des difficultés à payer parce qu'il a perdu son boulot, qui va demain être également écrasé par la crise sociale qui vient, il va faire comment? Il ne pourra jamais payer son échéancier. Donc oui, on est dans une situation où finalement, le gouvernement, avec des entreprises, bon, de manière importante, on peut comprendre un peu le raisonnement, bon, les salariés, un peu, bon, voilà, mais il y en a un certain nombre qui ont perdu la totalité, une partie en tout cas, et pour certains la totalité de leurs revenus. Certains, c'est la totalité des revenus. Hein. Et ceux-là, ils les laissent enfin, je veux dire, ils les laissent sans aucune aide. Bon, et là, les locataires aujourd'hui, les accidents, ils doivent choisir entre bouffer et payer leur loyer à la banque ou à leur bailleur. Donc, certains vont emprunter de l'argent à droite à gauche. On commence à discuter. On a des situations comme ça. Ils cherchent de l'argent pour pouvoir payer leur loyer. Voilà, et pas être foutus dehors. Et ils vont aller faire la queue, aller chercher à bouffer pour pouvoir payer leur loyer. Donc, on est dans ces situations qui sont dramatiques où, en réalité, les gens ont tellement peur de perdre leur logement qu'en fait, ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Et donc, or, il faut s'interroger sur la pertinence d'avoir des loyers aussi chers dans notre pays et d'avoir des prix de l'immobilier, des prix du foncier constructible aussi élevés. Jamais on a eu des prix aussi élevés. Et chaque année, depuis 10 ans, les milieux de l'immobilier battent des records de nombre de ventes, de transactions, de coûts de la hausse des prix de vente. Et donc, tout ça, ça profite à ce petit milieu de possédants, quoi. C'est toujours la même histoire. C'est ceux qui possèdent, bailleurs, et qui vont profiter, exploiter jusqu'à l'os leurs locataires. Et puis, pour les accédants à la propriété, c'est les milieux de l'immobilier, les promoteurs, etc. Et bon, dans lequel on va retrouver évidemment les milieux du BTP, un Bouygues qui a sa filiale de promotion immobilière, etc. Et donc, il y a vraiment du fric qui remonte et qui est tiré, qui est extrait de on va dire, des petites classes moyennes et des ménages modestes. Bon, et à un point, justement, où certains aujourd'hui en sont réduits à aller faire la queue pour aller manger, quoi. Donc, sur le terrain, nous, c'est ce que nous disent les associations. Hein, il y a énormément de familles nouvelles qui viennent aux collectes alimentaires. Et donc, il y a une situation d'urgence sociale. Au niveau du DAL, vous portez la bataille pour qu'il y ait un moratoire sur les loyers, mais en même temps, une baisse des loyers. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a développé, nous, comme proposition au niveau de Décidons Paris, et qu'on a essayé de défendre, c'est de dire il faut un moratoire, parce que comme ça, c'est immédiat. Les bailleurs, hop, suspendent les loyers. Les gens sont rassurés, ils n'ont pas à payer le loyer. Bon.
Mais après, si on étale simplement leur dette, bah, le problème, il est toujours présent. Puis la crise sociale, elle risque de durer. Ceux qui ont perdu un emploi, ils ne vont pas tous le retrouver du jour au lendemain et pouvoir rembourser le loyer. Donc, c'est dire, bah, il faut une baisse des loyers qui correspondent à la baisse des revenus. Donc, l'exonération de loyer pour certains, quand c'est nécessaire. D'ailleurs, la ville de Paris, elle a pris la mesure de l'exonération des loyers pour les petits commerces, les TPE de moins de 10 salariés et pour les associations, ce qui est une bonne chose, hein, en fonction de leur chiffre d'affaires. Mais on dit qu'il faut l'appliquer aussi aux ménages. Il y a par contre une bonne mesure qu'ils ont prise, c'est de prolonger la trêve hivernale jusqu'à la prochaine trêve hivernale. En clair, jusqu'au 31 mars 2021, pas d'expulsion à Paris. Ça, c'est important. Mais je pense que là, la bataille sur la question des loyers, elle est essentielle, quoi, parce que sinon, on ne s'en sort pas, quoi. Alors oui, ce qu'on a proposé, nous, c'est qu'il y ait finalement un mouvement qui émerge et qui pour faire pression sur les institutions publiques qui ont des responsabilités dans le domaine du logement, des relations avec les locataires, que ce soit les gros bailleurs, voire même les bailleurs sociaux, et que chacun se tourne aussi vers les institutions qui sont en capacité de financer, donc l'État. L'État peut bien mettre 1 ou 2 milliards d'euros pour aider les locataires du logement social, parce qu'évidemment, on ne veut pas la perte du logement social. Les logements sociaux, on en a besoin. Donc, il ne faut pas que l'équilibre financier des bailleurs sociaux soit rompu. Par contre, il faudrait que les bailleurs sociaux se tournent vers l'État en disant, dis donc, on va être dans la merde et les locataires vont être expulsés, donc il faudra peut-être vous occuper de financer. Je pense aussi peut-être aux petits proprios. Pourquoi les petits proprios, une PI, etc., se retourneraient pas contre l'État pour lui dire, plutôt que de lui lécher les bottes comme ils font actuellement. Et puis, on a enfin la question qui est que les gros bailleurs privés, à notre sens, ceux-là, c'est un effacement des dettes automatique. Automatique, c'est-à-dire qu'ils ont gagné beaucoup, il n'y a pas besoin qu'ils en gagnent plus. Il faut qu'ils participent à l'effort de solidarité nationale. Et donc, les gros bailleurs, il faut qu'ils passent à la caisse, clairement. Donc, pas d'expulsion chez les gros bailleurs et effacement des dettes et pas d'expulsion en règle générale de tout le monde. Maintenant, nous, on est prêts, c'est-à-dire qu'on pense que maintenant, il faut qu'il y ait une mobilisation parce qu'on sent bien que du côté du gouvernement, c'est pas prêt de bouger. Et donc, il faut que les locataires et les accédants se bougent. Aujourd'hui, la balle, elle est dans ce camp-là. Autrement dit, il faut redonner du courage à chacun et à chacune qui est isolé dans son coin et qui a peur de ne pas pouvoir payer le loyer à la fin du mois et qui va se demander ce qui va lui tomber sur la tête. Donc, il faut maintenant qu'il y ait un mouvement, comme on a eu en Espagne, ou comme il y a actuellement aux États-Unis, où ils ont lancé un mot d'ordre de grève des loyers. On ne dit pas forcément qu'il faut faire grève, mais on dit en tout cas qu'il faut faire une pression, c'est-à-dire on peut suspendre son loyer si on est solidaire, suspendre son loyer par solidarité pendant 15 jours, pendant un mois, reprendre le paiement du loyer, etc., mais marquer le coup. Hein. Et puis, même chose pour évidemment, les locataires en difficulté, ils n'ont pas d'autre solution que de suspendre leur loyer par nécessité. C'est la situation dans laquelle ils sont. Donc, mais maintenant, il faut que tout le monde se solidarise. Et dans l'idée générale aussi, une politique du logement qui amène à une baisse des loyers et une baisse des prix immobiliers, qu'on arrête cette inflation immobilière. Et l'encadrement à la baisse des loyers, et puis la réquisition des logements vides, et puis surtout la guerre contre Airbnb qui du coup organise aussi la rareté. Non, mais aussi la guerre contre Airbnb. Bon, mais, alors ceux-là, ils sont en train c'est un peu la déroute, hein. C'est la déroute. Là, ils sont pas repartis avant un petit moment, et encore va-t-il falloir qu'ils aient de la trésorerie, parce que bon, Airbnb est en train de licencier, etc. Bon, et c'est un peu la même chose pour les hôtels, les groupes hôteliers. Alors nous, on est justement là, je passe du coup sur la. Tu nous racontes le procès de la rue du Croissant? Voilà. Donc juste pour finir là-dessus, c'est dire, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur le site, le site loyersuspendu.org. Loyersuspendu.org. On va essayer de le mettre dans le chat pour que vous puissiez le retrouver. Voilà, qui est un site un peu unitaire dans lequel tous ceux qui veulent soutenir le mouvement et qui sont solidaires, bien allez-y quoi, et organisons-nous un peu on va dire en abattant les barrières associatives ou je dirais de boutique quoi, et allons-y tous ensemble parce que c'est comme ça qu'ils ont fait en Espagne. C'est comme ça qu'ils sont sortis, qu'ils ont réussi à bloquer beaucoup d'expulsions parce qu'ils sont solidarisés dans les quartiers, dans les immeubles. Voilà. Bon.
Donc ça, c'est un point. Alors maintenant, sur la question de la rue du Croissant. La rue du Croissant. Donc ça, c'est un immeuble… Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, rue du Croissant, donc c'est une occupation par les familles d'un immeuble qui était un ancien bâtiment qui appartenait à la préfecture de police, qui a été revendu non pas pour permettre à la ville de faire du logement social, mais pour un projet d'hôtel de luxe. C'est ça. Ou semi-luxe, voilà. Voilà, projet d'hôtel. Il y avait un procès aujourd'hui, parce que c'était le bon moment, tiens, de se dire on expulse les familles. Voilà, alors ils n'ont pas traîné, dès quelques jours après donc la fin du confinement, nous voilà assignés, voilà les familles assignées, le DAL aussi d'ailleurs, assignées pour la fin d'expulsion. Donc, alors qui assigne? Évidemment, le propriétaire des murs actuels, c'est un groupe immobilier. Bon, et puis et derrière pousse aussi le groupe hôtelier qui veut lui réaliser son opération et signer définitivement la de promesses de travaux et de location de longue durée. Et donc, alors nous, on s'est interrogé, parce que c'est quand même bizarre, un groupe hôtelier international, il devrait être occupé aujourd'hui plutôt à essuyer ses pertes, qui doivent être énormes, parce que pendant 2 mois, ils ont rien loué, quoi, et puis ça va durer encore un certain temps. Mais non, ils ont un projet, et ils tiennent, ils s'accrochent, on voit les avocats qui sont super motivés pour nous foutre dehors, enfin, mettre les familles dehors. Et puis, voilà, et puis la préfecture de police aussi est là. La préfecture de police est là en tant qu'ancien locataire et qui vient dire « Ah oui, moi aussi, je demande l'expulsion des familles. On se demande ce qu'ils viennent faire dans cette histoire-là. » Mais ils soutiennent. Et donc, et par ailleurs, les 3, ils sont tous en train de se mettre sur la figure, sur la gueule, quoi. Bon, ils ont du contentieux, des procès, des machins, des trucs. Mais alors, pour expulser des familles sans logis, il n'y a pas de problème. Ils s'associent et ils font alliance. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est passé que le juge a reporté l'audience parce que les 2 tiers, en fait, pour les 2 tiers des ménages, pour 22 ménages, il n'y avait pas, le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas rendu sa décision. Et donc, le juge a reporté en disant non, moi je ne rentre pas sur le siège, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit de le faire. Bon, voilà. On gagne du temps, quoi. Voilà, on gagne du temps jusqu'au 8 juin. Donc, au 8 juin, on verra de quoi il en retourne. Bon, il y a aussi une course de vitesse parce que il y a un permis de construire qui a été renouvelé par tacite reconduction, hein, parce que la ville n'a pas réagi à ce moment-là. Donc, les services d'urbanisme de la ville n'ont pas réagi. Ils ont autorisé, malgré le fait que le PLU n'autorisait pas la construction d'un hôtel, ils ont comment dirais-je, ils ont accordé encore 1 an de délai à Citizen pour réaliser son projet d'hôtel. Donc là, il y a une défaillance aussi, on ne sait pas où ça se passe. Pourtant, la mairie du 2e avait dit non, on ne veut pas d'hôtel ici. Le PLU avait dit non, pas d'hôtel, pas de structure privée, rien. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contrôle par l'administration ou il y a quelqu'un qui a donné la décision, oui, parce que… Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est clair, donc, et qui fait que Citizen espère encore, d'ici la fin octobre, pouvoir commencer les travaux. Donc, demande encore à créer à pouvoir nous virer. Donc, il continue à y avoir une bataille pour que le PLU soit respecté et que l'hôtel ne puisse pas voir le jour. Jean-Baptiste, je sais que tu ne peux pas rester longtemps, mais il y a une question sur le chat qui concerne le logement. Est-ce que Manuel, tu peux nous la lire ? Je vous entends plus. Non, Élise, tu arrives à te connecter? Élise avait un problème de connexion pour lire les questions. Si, c'est bon ou pas? C'est bon. Vous m'entendez? Ah, Élise, on entend Élise. Vas-y, Élise. Non, mais vas-y, Manuel. Comme vous voulez, j'étais donc… vu les difficultés économiques qui s'annoncent des suites du confinement, comment envisager de larges mobilisations sur la question du logement, aussi bien sur les loyers que sur la question du mal-logement? Oui. Tout ça en peu de temps. Fait une manif pour le 11 juillet, le lendemain donc de la fin de la trêve des expulsions. C'est une idée, quoi. C'est une idée. Ah, petit problème de connexion. Les habitants de leur logement, de leur isolement, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, il faut qu'ils se rendent bien compte qu'il
ils ont des intérêts à défendre. Et le problème qu'on a en France, c'est que le logement reste le parent pauvre du mouvement social. Bon, s'il y avait une forte mobilisation des locataires, comme en Allemagne, par exemple, ou des accédants à la propriété, comme en Espagne, c'est sûr que la situation serait différente. Voilà. Aujourd'hui, les milieux de l'immobilier, les bailleurs, profitent d'un rapport de force, bon, comme jamais ils n'ont eu, puisque la loi leur est favorable, et les politiques publiques d'urbanisme leur est aussi favorable. Donc, bon, voilà où on en est. Il faut maintenant qu'il y ait un mouvement populaire pour l'encadrement la baisse des loyers et puis la mise en œuvre d'un droit au logement décent, accessible, durable, stable, et pour tous. Hein. J'entends plus là. Hein. C'est moi qui n'ai pas enlevé mon micro. Jean-Baptiste, merci. Merci à toi pour ces explications-là. Ouais. Donc, il faut continuer voilà, à s'impliquer dans ces luttes logement. Je rappelle le site loyersuspendu.org pour que toutes celles et ceux qui nous suivent puissent aller sur ce site et voir comment est-ce qu'ils peuvent participer à cette bataille pour suspendre leur propre loyer et continuer le bras de fer pour exiger un moratoire sur les loyers et ensuite des remises de loyers, des baisses de loyers. Ou soutenir. Ou soutenir. Soutenir aussi, ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas locataires donc, ou accédants, et donc, mais aussi ils peuvent apporter leur soutien, bien sûr. Leur soutien, ok. Ben, merci à toi, Jean-Baptiste. Fonce à ta réunion et on continue avec les autres intervenants et les autres… Je serais bien resté avec vous avec plaisir. Là, j'aurais bien voulu vous écouter. Je suis désolé. Allez. Oh, on refera. Au revoir. Eh bien, Mylène Stambouli, donc toi, tu es avocate, tu es militante. Mathilde Panot qui nous rejoint. Salut Mathilde. Mathilde, excuse-nous. Toi, donc Mathilde Panot, que je représente, notre députée du Val-de-Marne, vice-présidente du groupe FI à l'Assemblée nationale. Alors, tu es à fond dans le boulot en ce moment, tu n'as pas des masses de temps, c'est pour ça que tu ne pouvais pas être là depuis le début. Tu es dispo jusqu'à quelle heure? Mais continue ton tour, Daniel, j'ai un peu le temps. Continue mon petit tour. Bon, super. Merci à toi, en tous les cas, de nous rejoindre. Merci. Donc, Mylène, Mylène, je reprends. Donc, cette crise, elle a montré une accélération des mesures, des atteintes à nos libertés. Voilà, je souhaitais vraiment que tu puisses nous aborder ces différentes thématiques, que ce soit pendant le confinement ou que ce soit après, où on sent vraiment qu'il y a une logique ultralibérale, pas qu'en France d'ailleurs, mais qui profite aussi de la crise pour vraiment opérer des tournants sécuritaires, quoi. Oui, alors on a tous en mémoire l'état d'urgence de 2015 qui a duré 2 ans, qui a été prolongé à 6 reprises. Et notre crainte aujourd'hui serait que cet état d'urgence sanitaire dure aussi, c'est-à-dire qu'on avait une première période de 2 mois, mais ça, Mathilde pourra nous éclairer un peu sur ce point. C'est prolongé jusqu'au 10 juillet aujourd'hui, mais sans garantie que ce ne soit pas encore prolongé à nouveau, et la crainte que finalement on s'habitue à des mesures dérogatoires, puisque à travers cet état d'urgence, on a fait passer des tas de dispositions qui ont peu de choses à voir en fait avec le sanitaire et qui permettent de faire passer pas mal de projets. Alors on a tous en tête en droit du travail certaines dispositions qui étaient souhaitées par le patronat depuis longtemps. Comme nous n'avions pas de conseil des prud'hommes, c'était difficile aussi de saisir pour les salariés éventuellement licenciés abusivement ou qui avaient des problèmes de paiement de salaire la justice. Donc c'est vrai que très choqué par la fermeture du Conseil de prud'homme pendant toute cette période, le droit est en quelque sorte suspendu, c'est-à-dire qu'on a vu au niveau pénal des mesures qui sont aujourd'hui largement contestées sur le plan constitutionnel, le fameux délit constitué par le fait d'avoir 3 contraventions, enfin 3 constatations de non-respect du confinement est aujourd'hui quelque part suspendu puisqu'on attend de savoir si ce délit est constitutionnel ou pas.
hein, suite à une grosse bagarre dans les tribunaux qui a été menée par des confrères, mais surtout toutes nos libertés, c'est-à-dire notre liberté de manifester, notre liberté de nous réunir, notre liberté d'aller et venir. Il a fallu quand même attendre le 30 avril pour que le Conseil d'État revienne sur l'interdiction de circuler à vélo, puisqu'ils avaient décidé que dans ce plan de confinement, on ne pouvait pas aller à venir à vélo. Et le même jour, la décision sur le droit d'asile, hein, le fait que le droit d'asile soit complètement suspendu en Île-de-France, puisque le numéro qui est censé donner des rendez-vous aux demandeurs d'asile ne fonctionnait plus. Il a fallu attendre le 30 avril et le Conseil d'État pour qu'on puisse récupérer le droit de demander l'asile, qui est quand même un droit constitutionnellement reconnu. Donc on est confronté à une situation curieuse. On parle de déconfinement, mais en fait on est dans l'état d'urgence, on est dans un état d'exception. On ne peut pas se réunir à plus de 10, les lieux sont fermés, les tribunaux ont été fermés, ça a été extrêmement réduit. Et nous, dans la justice, on souffre de ce qu'on nous fait aujourd'hui, puisqu'on généralise la visioconférence, la visio-audience, pardon. On est en train de vouloir faire passer, comme dans le droit du travail, des dispositions qui étaient un peu, je dirais, sous-jacentes, hein, et qui aujourd'hui rentrent en vigueur. Alors, combien de temps? Ça, c'est la question. Plus ça va être long, plus on craint que ça rentre dans le droit commun. En fait, comme pendant l'état d'urgence de 2015, où on avait assigné à résidence des écologistes alors qu'on était dans un contexte d'attentat terroriste, et où on a conservé toutes ces exceptions, assignation à résidence, perquisition, etc., quand 2 ans après, elles ont été intégrées au droit. Donc, il y a une vraie inquiétude. On voudrait pouvoir récupérer le droit de manifester, par exemple. Les copains qui ont voulu le 1er mai accrocher des banderoles, se réunir même à 1 ou 2 mètres. Même en respectant la distance. Voilà, en respectant les distances, ont été verbalisés pour certains. Donc la situation est quand même extrêmement inquiétante du point de vue de nos droits, effectivement. Alors on refera tout à l'heure, c'est terrible, je m'entends en écho. On reviendra sur cette question-là et on reviendra tout à l'heure notamment sur la bataille concernant les drones et la victoire. Mais on va continuer, la victoire qu'il y a eu hier là-dessus. Mais on va continuer le petit tour. Muriel Martin-Dupré, toi, donc, tu es militante à France Nature Environnement Paris. Pendant le confinement, tout le monde aussi s'est interrogé sur notre rapport à la nature. On s'est tous mis à beaucoup plus lire, cogiter, puis on a tous pris conscience qu'au point de départ de pourquoi est-ce que ce virus est passé des animaux aux hommes, c'est aussi notre mode de développement qui a provoqué le fait que ces virus se transmettent de l'animal à l'homme. La question écologique, elle est première, et puis on a aussi vu que la pollution, elle pouvait accélérer la propagation du virus et que tout le rapport à la nature est essentiel. Puis on sait aussi qu'avec le dérèglement climatique, des problèmes de pandémie ou d'autres catastrophes qui n'ont naturelles finalement que le nom vont se développer de manière de plus en plus forte. Alors, qu'est-ce que toi, au niveau de France Nature Environnement, tu tires un peu comme enseignement de cette période-là, avec aussi le regard sur Paris où le rapport à la nature est particulier? Alors, bonjour à tous. Moi, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui est apparu très clairement quand le virus s'est répandu et que maintenant, y compris l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France montre à travers des cartes, c'est que plus la ville est dense, plus l'impact du virus a été fort et qu'il y a des inégalités territoriales extrêmement claires, mises en évidence dans les différents arrondissements de Paris. Et je pense que nos collègues qui sont soignants dans les hôpitaux l'ont constaté. Les arrondissements comme le 18e, le 19e, le 20e étaient beaucoup plus touchés que ceux, ou le 13e, plus touchés que ceux de l'ouest parisien, et le département de Seine-Saint-Denis a explosé tous les compteurs. Donc, nous, ce qui nous a frappé, c'est que ce qu'on dénonce depuis des années, c'est-à-dire l'hyperdensification
urbaine à Paris, même si la ville de Paris nous dit on veut encore densifier parce qu'on veut éviter l'étalement urbain ailleurs et que surtout on veut conserver une population dans Paris, eh bien tout ça, ça a un impact parce que ça détruit les espaces verts et que donc l'absence de nature et le renforcement de la densité urbaine, eh bien, c'est des choses qui ont eu un impact, je dirais, négatif sur la diffusion galopante du virus dans un certain nombre de territoires. Bon. Et donc là, on a mis en évidence que finalement la santé environnementale, c'était une préoccupation très forte des habitants, parce que la santé, ça les concerne personnellement, affectivement, que la peur s'est répandue d'être touché, de voir les siens touchés, et que finalement, on a interpellé et on interpelle sans arrêt la ville de Paris sur le fait que les opérations urbaines se multiplient et qu'elles détruisent des espaces de nature, publics ou privés, et que ça a un impact très négatif finalement sur la santé publique. Tu le disais tout à l'heure, ça accroît les îlots de chaleur, la pollution à Paris est dense, même si on proteste contre la circulation. Et tout d'un coup, à cause du Covid, on a vu la ville rêvée dans laquelle on pourrait respirer, marcher, voir des oiseaux revenir. Moi, j'ai vu des mésanges charbonnières, alors que je suis dans une zone assez dense urbaine, des mésanges charbonnières venir picorer mes géraniums. Bon, ça, les habitants se sont rendus compte que une qualité de vie pouvait exister. Et puis surtout, je fais le lien là avec l'hôpital et l'intervention de M. Ouinou, c'est qu'on s'est rendu compte que toute cette politique de rentabilisation de la santé publique, elle se traduisait par une vente spéculative du foncier de la PHP, et je prendrai deux exemples, l'Hôtel-Dieu d'une part et le Val-de-Grâce. Ce n'est pas le même cas, parce que dans un cas, c'est la PHP, dans l'autre cas, c'est le ministère des Armées. Mais dans les deux cas, il y a des projets qui sont à l'œuvre pour essayer de faire passer du foncier qui était consacré à l'hôpital à des opérations économiques, touristiques ou foncières, immobilières, etc. Et ce n'est pas le premier exemple, puisqu'on a eu Saint-Vincent-de-Paul, on a eu la Hennec, on a eu Boussicot, bientôt La Rochefoucauld, le Brousset, Hérold. Donc, de plus en plus, on nous dit la santé, c'est important, il faut renforcer l'hôpital public, et on brade ce patrimoine des sites hospitaliers parisiens pour faire du fric et faire de la densité, et pas faire du logement social, mais faire à l'Hôtel-Dieu, puisque je reprends cet exemple, il y a un tiers de l'hôpital qui va devenir, je dirais, un espace dédié au commerce, à l'accueil des touristes, et tout ça pour la somme dérisoire de 144 millions d'euros donnée à Novaxia. Donc là, nous, on a écrit une lettre en tant que FNE Paris à Macron, à M. Hirsch, à Mme Hidalgo, pour leur dire, attention, sur l'Hôtel-Dieu, mais comme sur le Val-de-Grâce, on veut un moratoire. On veut que justement le débat actuel sur la santé, il fasse que on essaye de maintenir intramuros à Paris des sites qui permettent d'accueillir les citoyens, les habitants, mais aussi les touristes, parce qu'on espère que les touristes reviendront un jour. L'Hôtel-Dieu, c'est quand même l'hôpital stratégique de Paris. Hein, voilà. Élise, d'ailleurs, me disait qu'il y avait une question sur le chat sur l'Hôtel-Dieu. Est-ce que Élise, Muriel vient de fait de répondre à cette question, ou est-ce que tu penses qu'il faut lire cette question? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, on peut continuer et on la fera après si, c'est un peu lié. D'accord, ok. Enfin, en tout cas, nous, puisque là, on constate, mais on fait une proposition, on dit sur le Val-de-Grâce et sur l'Hôtel-Dieu, on veut un moratoire, on veut un arrêt sur image. Il va y avoir un deuxième tour aux élections municipales, on ne sait pas quand. C'est une bonne occasion pour dire on arrête, on
on arrête ces deux projets et on provoque un débat avec le tour de table à PHP, Ville de Paris, etc., et ministère des Armées pour le Val-de-Grâce, pour savoir quelle est la destination de ces deux sites et comment on leur redonne sur le plan hospitalier une fonction conforme à leur vocation première. Ben, merci à toi. On reviendra après là-dessus, mais surtout cette question de l'Hôtel-Vieux, moi, elle est vraiment centrale parce que elle est très symbolique hein, de quel Paris on veut. Hein, est-ce qu'on veut un Paris muséifié pour les spéculateurs, pour le tourisme de masse, ou est-ce qu'on veut un Paris à vivre? Et un Paris à vivre, il doit respecter ses usages et ses biens communs. Voilà, et l'hôpital public. Et c'était une bataille de 2014 que je n'ai cessé de poursuivre. Et là, maintenant, on a une fenêtre quand même, je pense, de prise de conscience qu'il faut absolument retrouver cet hôpital. Mathilde avait peu de temps, je crois, à nous accorder. Donc, Mathilde, est-ce que tu es bien parmi nous? Est-ce que tu peux parler qu'on te voit? Ouais. Alors, Mathilde, d'abord, je suis super contente que tu aies pu nous consacrer du temps parce qu'on est hyper fiers. Moi, je suis vraiment très fière de la bataille que vous avez menée à l'Assemblée nationale pendant tout ce confinement parce que vous avez incarné l'opposition résistance à Macron, mais en même temps une force de proposition, quoi. Donc, est-ce que tu peux revenir sur la façon dont vous avez procédé pour justement élaborer et faire entendre vos propositions? Je sais que vous avez auditionné énormément de personnalités, donc tout un travail où le fil aussi démocratique est essentiel pour vous. Je te laisse la parole, Mathilde. Merci, Daniel, et puis merci beaucoup d'organiser cette réflexion collective parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment et on a vraiment besoin de déconfiner aussi la politique, qu'on réfléchisse contrairement à ce que disent Macron et son gouvernement de justement personne ne doit critiquer, c'est pas le moment de critiquer, c'est pas le moment de penser, alors que si justement c'est le moment de remettre en cause le système dans lequel on est parce que si nous sommes arrivés à ce niveau de crise, c'est notamment du fait de la responsabilité des politiques qui ont été menées maintenant depuis pratiquement 30 ans et qui ont démantelé notre système de santé, qui ont dévasté les écosystèmes et les êtres vivants qui y vivent, on en parlait juste avant, qui ont mis à mal et piétiné la démocratie. Et il y a beaucoup d'autres points. Donc c'est un moment d'une crise systémique à laquelle il faut répondre par une réponse de système, de changement et de bifurcation de système. Alors, avec le groupe de la France Insoumise, on a été très actifs dans cette période, avec, et tout à l'heure, ça a été dit, un état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le gouvernement qui donne un pouvoir absolument exorbitant au président et au gouvernement, alors que justement, on est dans un moment où on a une énergie populaire extrêmement forte de gens qui ont envie d'être utiles à l'intérêt général. On aurait dû demander, par exemple, aux travailleurs et travailleuses de pouvoir s'auto-organiser pour savoir comment ils devaient se protéger, est-ce que leur secteur était essentiel ou non, comment ils pouvaient éventuellement reconvertir des outils de production pour produire ce dont nous avions vitalement besoin, c'est-à-dire des masques, des protections, des surblouses et autres. Et on a fait absolument tout le contraire, enfin le gouvernement a fait absolument tout le contraire, c'est-à-dire concentrer tout le pouvoir. Et on voit bien l'échec de la Ve République avec un homme, un seul qui décide, avec des mensonges et des fiascos d'absolument partout dans la gestion de cette crise. Donc nous, on a fait beaucoup de propositions avec la France Insoumise. On a déposé pratiquement 15 propositions de loi, que ce soit sur la demande de nationalisation d'entreprises comme Luxfer, qui est la dernière usine qui fabrique des bouteilles d'oxygène médical qui sont les plus légères au monde et qui a été fermée par simple cupidité d'un actionnaire, c'est-à-dire pour augmenter les prix de 12%. C'est ce pourquoi ils ont fermé cette usine-là et qui nous rend donc dépendants d'importations de Taïwan, des États-Unis, de Turquie. Donc, et là, on comprend bien la nécessité d'avoir une souveraineté sanitaire, que ça soit sur la réquisition des entreprises de textile pour fabriquer notamment les masques et les protections dont nous avions besoin, sur la gratuité des masques que l'État doit fournir, sur la gratuité des obsèques, sur le moratoire des loyers dont parlait tout à l'heure Jean-Baptiste Ayrault. On a fait énormément de propositions. Ces propositions, elles sont balayées d'un revers de main par le gouvernement qui parle d'union nationale, de confiance qu'il faudrait avoir dans son action et fait exactement le contraire puisque à chaque fois qu'une proposition est faite, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, rejeté. Donc, nous, c'était important pour nous de dire que, et c'est quand même la base de la démocratie, de dire que dans toutes les situations, il y a un autre chemin possible. Donc, nous avions présenté
ce qui nous semblait être bon pour l'intérêt général dans ces propositions de loi. Et puis, tu en as parlé, Daniel, on a lancé une commission d'enquête parce qu'un des points qui est extrêmement frappant, c'est que le Parlement a été piétiné dans cette période avec un contrôle du gouvernement qui équivaut absolument à zéro. C'est-à-dire que pendant toute la période de confinement, notre seul moment de contrôle du gouvernement, qui est normalement un des prérogatives des parlementaires, c'était les questions au gouvernement seulement 2 heures par semaine. Donc en termes de démocratie, on est quand même très loin de ce qu'il aurait fallu faire. Donc nous, on a décidé de mener notre propre commission d'enquête, dont on a auditionné à peu près une centaine de personnes. On est en train de travailler dessus pour sortir le premier document d'enquête sur comment en est-on arrivé là. Et vous auditionnez de manière très diverse, c'est à la fois des chercheurs, des syndicalistes, des associatifs, enfin des acteurs très différents de la société. Professionnels, exactement. Ouais. L'idée, c'est d'être au contraire de ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire de repenser collectivement aussi le monde dans lequel on devrait vivre. Parce que quand moi j'entends le président de la République dire « rien ne sera plus jamais comme avant », mais dans les faits, on continue à casser le code du travail, on continue à affaiblir le droit de l'environnement, à accepter un projet de montagne d'or bis en Guyane, comme ça a été fait de manière discrète pendant ce confinement, etc., etc. Finalement, on se rend compte que oui, rien ne sera plus jamais comme avant, ça sera comme avant, mais en pire. Et notamment, une des choses qui est très inquiétante, et je rebondis sur l'intervention qui était portée tout à l'heure, c'est que les dispositions qui ont été inscrites dans l'état d'urgence sanitaire, alors qu'on sait qu'on va avoir une explosion du chômage, c'est des dispositions qui vont jusqu'au 31 décembre 2020 et qui portent la durée hebdomadaire de travail à 60 heures par semaine, qui s'attaquent au repos dominical, donc qui sont des attaques incroyables, alors que justement, l'urgence, ça serait de partager le travail pour pouvoir travailler tous. Donc, c'était à la fois enquêter sur pourquoi est-ce qu'on en est à ce niveau de crise, les responsabilités politiques, enquêter sur la gestion de crise avec les personnes qui sont en première ligne pour le vivre. Et la troisième des choses, et qui pour nous est très importante, c'était aussi donner des préconisations que nous ont données les différents acteurs qu'on a mis en forme. Et ces préconisations nous permettent aussi de verser au collectif tout un ensemble de propositions qui, d'ailleurs, continueront à actualiser notre programme L'Avenir en commun, qui avait été construit comme ça avec beaucoup d'acteurs et d'associations, de syndicats qui avaient donné des propositions. Donc nous, on continue ce travail-là parce qu'il nous semble que c'est important et que l'opposition contribue par ses critiques et ses propositions à l'intérêt général et à dire qu'on peut toujours faire autrement. Ben, on a essayé à notre niveau de Décidons Paris d'avoir une démarche équivalente. Tu vois, on a bossé avec nos groupes thématiques dans lesquels on a à la fois des syndicalistes, des associatifs, des citoyens, et puis tout simplement des gens qui sont engagés aussi dans leur domaine professionnel. Voilà. Et on a du coup travaillé les mesures d'urgence. Donc, on a commencé dès le début du confinement et on avait fait 75 mesures d'urgence pour Paris. Et on continue ce travail-là, justement, aussi dans le déconfinement. Parce que voilà, cette intelligence collective, je pense que c'est la base de tout rapport de force pour qu'enfin que l'intérêt général soit pris en compte. Merci Mathilde. Je reviens 2 secondes auprès d'Élise, avant que tu t'en ailles, Mathilde. Élise, peut-être il y a des questions qui nous sont posées. Puis Mathilde, surtout, tu n'hésites pas à nous dire qu'à un moment donné, tu dois nous lâcher, car tu as énormément de boulot en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions, Élise, sur le chat? Ouais, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Il y a justement une question pour Mathilde qui est est-ce que la perte de majorité de LREM va avoir une grosse incidence selon toi? Alors, effectivement, aujourd'hui, donc c'est créé un 9e groupe à l'Assemblée nationale, ce qui est assez historique d'avoir autant de groupes à l'Assemblée. Alors, bon, on peut avoir une lecture en disant que la Macronie enfin commence à se fracturer. On peut aussi avoir une lecture en disant que quand même, on a depuis 2 ans des mouvements sociaux extrêmement forts dans notre pays, que ce soit d'ailleurs les soignants qui étaient en grève depuis 1 an pour demander des moyens humains et matériels sur la question de la santé, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit le mouvement retraite. Donc, ça fait 2 ans en fait que toutes les semaines, il y a des gens qui sont dans la rue pour contester la politique d'Emmanuel Macron. Et ce qu'en fait, on voit, c'est que l'Assemblée nationale n'est pas à l'image de ce qu'est la société française et qu'il y a un gros problème d'institution. Donc,
bon, moi, je ne pense pas que ça va révolutionner des choses. Je lisais tout à l'heure des déclarations de ces frondeurs qui disaient que si Emmanuel Macron faisait des bonnes choses, évidemment qu'il serait de son côté, qu'il serait là pour les soutenir. Donc, bon, ils n'ont pas tranché, en fait, s'ils étaient en opposition ou en faveur d'Emmanuel Macron. Et c'est ça le problème principal, en fait. C'est que maintenant, les forces politiques, il faut qu'elles soient claires pour dire, voilà, nous sommes d'accord ou non avec ce projet-là et quelles sont les alternatives qu'on propose. Et je pense qu'en ce moment, il y a une instabilité politique extrêmement forte et qu'il faut que les choses soient claires. Donc, on verra ce que fait ce groupe. C'est pas mal parce que ça leur fait perdre un petit peu un ton péremptoire sur le fait d'avoir la majorité absolue, ce qui les aidait à ne jamais discuter et à nous écraser bien comme ils voulaient. Après, je ne suis pas sûre que ça soit des fondeurs extrêmement actifs pour critiquer la politique que mène ce gouvernement-là. Il n'est pas sûr qu'il soit convaincu d'une grande bifurcation nécessaire à l'ensemble des politiques. Mathilde, n'hésite pas, hein, si à un moment donné tu dois partir, n'hésite pas. Moi, je voudrais revenir vers Olivier. Olivier Youinou, donc pour ceux qui nous auraient rejoints, qui est syndicaliste à l'assistance publique hôpitaux de Paris, de Sud Santé. D'ailleurs, j'en profite pour dire ceux qui habitent le 20e arrondissement, demain, de 13h à 13h30, il y a un rassemblement devant l'hôpital Tenon. Et jeudi à 13h30, il y a un rassemblement devant l'hôpital Robert Debré. Et je pense que c'est vraiment important. On est dans le confinement, eh bien on déconfine nos luttes. On a applaudi au balcon, on a sifflé Macron. Eh bien maintenant, on va sur le terrain en respectant bien sûr les distances, en respectant tous les gestes barrières, mais on va sur le terrain parce que là, la situation de l'hôpital public, il se fout de notre gueule. Je veux dire, il propose des médailles. Vous avez vu, enfin, j'aimerais bien que tu reviennes sur les exigences que vous portez, que ce soit sur les augmentations de salaire, que ce soit sur les plans de restructuration à l'hôpital en général, et puis pour ce qui nous concerne à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Vas-y, Olivier. Assez paradoxalement, hein, il n'y aura pas de changement de discours, à l'inverse d'autres, hein, de notre part, soignants et syndicalistes et hospitaliers. Pas de changement de discours entre ce que l'on disait avant la crise et ce que l'on dit après la crise. On est toujours sur les mêmes revendications depuis plus d'un an maintenant. Ça a commencé avec le collectif Interurgence et ça a débuté à Paris, dans le 12e à Saint-Antoine. Et puis on a prolongé ça avec quelque chose qui est plus large, qui est le collectif Interhôpitaux, parce que c'était pas que le problème des services d'urgence, même si celui-ci est le miroir en gros à la fois de l'hôpital et de la société. Donc on revendique toujours des effectifs dans nos établissements, des lits en capacitaire pour répondre aux besoins de la population et donc inverser une logique d'offre à la population. Et puis, on réclame des reconnaissances de nos métiers à travers des reconnaissances de salaire et des revalorisations de nos carrières. On a là un milieu qui est très féminin à 86% et j'arrive pas à m'enlever de la tête que le faible taux de rémunération est aussi lié à cette féminisation-là. Donc, c'est important de continuer de le porter. C'est important de montrer une constance dans nos revendications quand, par ailleurs, on a des discours qui changent. À un moment donné, moi, du discours de Macron à Mulhouse, le retour de l'État-providence, la santé coûte que coûte, la santé ne doit plus être vécue comme un coût, mais comme un bien précieux. Bref, on aurait presque pu le signer. Sauf qu'on le connaît, l'animal, et on connaît surtout ceux qui mettent en application sa politique. Et très clairement, alors je ne sais pas si ça traduit la création de ce nouveau groupe à l'Assemblée nationale, mais il y avait quand même double discours chez nos amis de la République en marche entre ce que nous disait Macron et qu'on aurait presque pu signer et ce que ces ministres libéraux notamment, à commencer par le premier, nous disaient dès le lendemain. Ça a été vrai sur la reconnaissance qui nous a été faite, où Macron nous dit qu'on va avoir une prime Covid et qu'il a fallu presque 2 mois pour que le décret d'application sorte. Et qu'on n'en a toujours pas vu un copec de cette prime Covid, même si le décret est sorti et que Martin Hirsch nous dit que sur l'assistance publique, on l'aurait non seulement
dans sa partie la plus haute, parce qu'on est d'une région particulièrement touchée par la crise, et qu'on leur est tous, personnel administratif, personnel ouvrier et personnel soignant, à l'assistance publique pour la paye de mai, parce qu'il a pris les devants. Bon, bref, donc tout ça, c'est du foutage de gueule. On n'y croit plus à Macron. Je crois que la collègue de la Pitié-Salpêtrière le lui a bien dit. Oui, elle a été excellente. Qu'elle a témoigné reflète vraiment ce que les hospitaliers pensent de ce gouvernement-là, mais plus largement que de ce gouvernement-là, de ce monde-là. Parce que c'est bien ça, en fait. Mathilde a raison quand elle soulève que la problématique est systémique et que ce que la crise a révélé, c'est l'impasse de ce système et que c'est bien un autre monde qu'il faut inventer. Et ben nous, on ne croit pas que les porteurs du monde d'avant puissent être les dirigeants du monde d'après. Et on ne le souhaite pas. Voilà, et on ne le souhaite pas. Je te remercie. Moi, j'avais vu passer un appel que j'avais trouvé très fort, qui s'intitulait « Une pétition pouvoir sanitaire aux soignants et aux usagers ». Alors, je ne me souviens plus géographiquement d'où étaient issus ces soignants, mais ils expliquaient bien comment, à un moment donné, bon, on ne les a pas écoutés quand ils faisaient grève. Quand il y a eu la crise, finalement, c'est eux qui ont été en capacité de transformer l'hôpital pour réouvrir tous les lits de réanimation nécessaires, réorganiser complètement. Et l'administratif, enfin, a été mis de côté. Et enfin, les soignants ont pu auto-organiser. Et sauf que là, ils craignent un retour à la normale où toutes les logiques austéritaires reprennent. Alors qu'à un moment donné, l'enjeu aussi de la démocratie sanitaire, c'est que ce soit les soignants et les usagers qui définissent quelles sont nos priorités. Je pense qu'il y a une vraie bataille à Paris qui est de dire la nouvelle AP-HP qui veut nous imposer une réorganisation en supragroupe hospitalier pour en profiter pour supprimer des lits, c'est maintenant qu'il faut l'abandonner. Et comme le disait Muriel Martin-Dupré, les hôpitaux historiques comme à Paris l'Hôtel-Dieu, il faut les préserver en hôpital public, en lieu de soins, et pas tout d'un coup en faire un restaurant gastronomique comme c'est prévu, quoi. Ah, t'as pas remis ton micro, Olivier, donc. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. On partage bien évidemment cela. Le monde d'après, ça va commencer par mettre un stop au monde d'aujourd'hui. Et donc, à travers les restructurations, c'est mettre un moratoire aux restructurations de l'assistance publique. Il n'y a pas, alors c'est symbolique, l'Hôtel-Dieu, mais il n'y a pas que l'Hôtel-Dieu. L'assistance publique, dans le cadre, dans la visée de l'équilibre de ses budgets, prévoyait dans les cessions immobilières de trouver d'ici à 2022 450 millions d'euros. Donc c'est vous dire qu'ils vont vendre le patrimoine institutionnel pour cet équilibre-là. Donc cette logique d'équilibre financier, on espère qu'on va y mettre un terme, et ça commence effectivement dès aujourd'hui. Parce que la crise a montré les limites de ce système et que ça doit prendre des signes très concrets, quoi. C'est partagé par le conseil de surveillance de l'assistance publique qui s'est réuni la semaine dernière et qui fait un communiqué de presse où il demande effectivement le moratoire sur l'ensemble de ces restructurations-là. Donc c'est plutôt ça intéressant. Ça commence à bouger justement en ce moment. Ouais. Voilà. Ça commence en ce moment à bouger. Ce que tu signales, ouais. Ça commence à bouger. D'ailleurs, au Conseil de Paris, enfin toute la majorité s'est positionnée pour un moratoire sur les restructurations. Maintenant, on va continuer la bataille pour qu'ils reconnaissent qu'il faut abandonner le projet de privatisation de l'Hôtel-Dieu. Avant de donner la parole à Muriel Martin-Dupré pour la FNE et puis à Mylène Stambouli, parce qu'on a encore plein de choses aussi à voir sur la question des libertés. Je crois, Élise, qu'il y a des questions et qu'il y en avait une notamment pour Mathilde, si Mathilde est encore avec nous, sur la question des masques. Oui, je suis toujours là. Oui. Vas-y, Élise. Super. Du coup, une question pour toi, Mathilde, posée par Guillaume. Est-ce que ça n'aurait pas du poids que la mairie de Paris, la capitale, soutiennent explicitement la demande de gratuité des masques que vous portez à l'Assemblée ? Oui, si. D'ailleurs, il y a des villes qui ont mis en place des choses pour les habitants de leur ville. Après, en fait, le problème de la désorganisation et de la gestion de la pénurie qu'ils ont faite, vous avez entendu Emmanuel Macron qui dit il n'y a jamais eu de pénurie de masques. Alors,
il n'y a jamais eu peut-être même de coronavirus pour lui. Enfin, c'est absolument absurde vu le nombre de témoignages qu'il y a de gens qui expliquent qu'ils ont dû aller travailler sans être protégés, de soignants qui ont dû utiliser, alors là, c'est pas sur les masques, mais des sacs poubelles pour se protéger. Faut comprendre quand même l'humiliation que c'est de devoir se mettre des sacs poubelles sur soi, avec un effet sauna en plus. Enfin, c'est vraiment la honte du 6e pays le plus riche au monde qui oblige des personnes à aller travailler en se mettant en danger, parce que c'est de la mise en danger de gens, sans fournir les protections nécessaires. Et alors encore plus au moment du déconfinement, où on a besoin de masques pour l'ensemble de la population, parce que nous, on considère que ces masques-là devraient être obligatoires au-delà des transports, mais dans les lieux publics en général. À ce moment-là, il faut les fournir. Donc, le problème d'avoir un gouvernement qui n'assume pas son rôle d'État en disant on va fournir le nombre de masques qu'a besoin chaque citoyen gratuitement. Le problème de ça, c'est que du coup, il y a des mairies qui ont mis en place des choses, et tant mieux pour les habitants de ces villes-là, mais du coup, on ne respecte plus, il y a une rupture d'égalité des citoyens entre les différents territoires. Et alors à Paris, qui est un territoire plus riche que d'autres territoires, si les citoyens peuvent être protégés, c'est bien. Mais ce que nous, on demande avec la gratuité des masques au niveau national, c'est justement que chacun et chacune, quel que soit l'endroit où il habite, je pense notamment à les quartiers populaires qu'il y a dans Paris mais ailleurs, aux Outre-mer, que chacun et chacune puisse être protégé et qu'il n'y ait pas pour des questions d'argent, parce qu'on parle entre 100 et 250 € par famille pour se fournir en masque, avec la grande distribution qui est en train de se gaver et de profiter de la crise. À ce moment-là, il faut que cette égalité, elle soit respectée. Après, oui, s'il y a des pressions qui se multiplient de toutes parts, on voit qu'il y a plein de gens qui demandent la gratuité des masques, c'est bien, parce que de toute façon, ce gouvernement ne comprend que la pression, malheureusement, ne comprend que le rapport de force. Donc mais c'est vrai que c'est un enjeu national, parce que pour être en capacité de fournir des masques gratuits à tout le monde, ça veut dire qu'il faut que l'État assume de réquisitionner les boîtes qui sont capables de les produire. Parce que là, on voit que dans la petite course de vitesse, c'est la compétition entre les collectivités locales pour montrer à quel point elles étaient mieux pour gérer les masques. Non seulement on aggrave les inégalités territoriales, mais en plus, on ne s'empêche pas des fiascos, parce qu'on a vu la mairie de Paris qui avait, à un moment donné, passé par une jeune start-up pour avoir des masques pour les personnes âgées, qui était en fait un système qui aurait pu sembler ingénieux, mais qui était totalement inadapté, le tissu pas assez épais, et puis en même temps, les accroches pas du tout adaptées, trop compliquées. Bon. Donc, on voit bien la nécessité, c'est de revendiquer, je pense, la gratuité, et donc derrière, le fait d'assumer de réquisitionner les boîtes pour les faire, et puis en attendant, assumer la réquisition de la grande distribution. Oui, et juste pour terminer un tout petit mot dessus, Daniel, c'est parce que du coup, comme il n'assume pas le rôle de solidarité et qui joue que sur la charité, on se retrouve notamment avec ces couturières qui sont obligées de faire des masques à gogo, qui ne sont pas payés, enfin avec des scandales qui sont incroyables, et la majorité des gens qui n'ont pas de quoi être protégés et donc qui doivent jouer d'un système D constamment. D'ailleurs, sur ces questions-là, dans le 18e, parce que c'est souvent dans les quartiers populaires qu'il y a le plus d'actions de solidarité. Nous, on fait des collectes alimentaires, toi aussi, et on voit, c'est dans les quartiers populaires que les gens sont les plus généreux, les plus solidaires, parce qu'ils savent sincèrement ce que c'est qu'être dans la merde et de ne pas pouvoir remplir le frigo. Dans le 18e arrondissement, Mylène, je ne sais pas si tu avais suivi ça, il y a justement un petit atelier de couture qui avait fait des masques. Des masques. Alors, c'était un petit atelier traditionnel africain, et ils avaient distribué les masques dans la rue, et ils faisaient ça régulièrement tous les jours, et qui ont été carrément arrêtés par la police. Donc, on voit une logique sécuritaire complètement hallucinante et qui va emmerder ceux qui font une action qui relève de l'intérêt général, vu que le gouvernement est en incapacité à distribuer des masques, alors qu'ils sont maintenant obligatoires dans les transports en commun, et ce que je ne remets pas en cause, mais à ce moment-là, il faut qu'ils soient distribués gratuitement partout, quoi. Est-ce que, Mylène, tu as d'autres choses sur lesquelles tu voulais réagir, ou bien nous raconter justement la bataille qu'a pu mener Quadrature du Net et LDH pendant ce confinement? Mylène était là et je ne vois plus son image. Tu m'entends? Tu m'entends là? Voilà. Oui, je t'entends et je te vois, très bien. Ah, voilà. Les associations ont saisi le Conseil d'État de dizaines et de dizaines de requêtes. C'est vrai que jusqu'au 30 avril, ça a été un échec sur toute une série de sujets qui étaient pourtant fondamentaux. Depuis quelques jours,
on a eu quelques belles décisions. Je dois dire qu'il faut quand même citer le réseau de veille sur l'état d'urgence qui a été réactivé, qui est composé d'associations. Je vous invite à lire la note qui a été rédigée par ce réseau qui est composé de nombreuses associations, d'universitaires, etc., sur lequel vous avez un point complet sur les droits fondamentaux. Alors, sur les drones, effectivement, le tribunal administratif avait débouté les associations qu'il avait saisies sur la question des drones et le Conseil d'État hier est revenu sur ce jugement du tribunal administratif de Paris en expliquant que l'État n'a pas le droit de tout faire, qu'il y a des règles à respecter, que c'est particulièrement important pendant les périodes d'état d'urgence. Donc on a là une belle décision, mais je voudrais aussi saluer le travail des députés France Insoumise sur les questions de fichage, sur la résistance à la société de surveillance, parce qu'en fait tous les combats qui ont été menés par les Gilets jaunes sur la réforme des retraites, etc., on en voit aujourd'hui la continuation, peut-on dire, c'est-à-dire que la violence de la répression, la violence à l'égard des militants se retrouve à travers les dispositions que nous vivons aujourd'hui, puisque effectivement toutes les atteintes aux libertés fondamentales sont là. Sur le secret médical, je crois que c'est très important aussi de résister sur les fichages de la population, etc. Et je sais que les députés se battent aussi sur cette question. Donc le préfet de police doit ranger pour l'instant ses drones. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais tout cela doit être effectivement revu. Au niveau du droit du travail, je crois qu'il y a une résistance très importante à mener. Je voudrais, moi, j'ai envie d'interroger un peu sur le télétravail et sur les femmes, parce que c'est vrai que je suis très frappée du fait qu'on valorise cette forme de travail à la maison, alors qu'il n'y a absolument aucun cadre sur ce point, et que on sait que ce sont les femmes qui ont dû gérer à la fois les enfants sans école, des horaires élastiques, des demandes des employeurs, etc. Donc je crois que sur ce terrain, il y a un contrôle des citoyens à mener, il y a des vrais débats à se réapproprier. Donc, à travers le réseau de veille, si on peut faire localement des réunions pour effectivement former les gens sur ce que peut faire la police, ce que ne peut pas faire la police, réfléchir sur ces questions de travail et de télétravail, la place des femmes, la protection de la santé pour les salariés, la possibilité d'un droit de retrait qui soit efficace. Je pense que ce sont des questions tout à fait essentielles aujourd'hui. Je t'entends plus là. Je vous entends plus. Non, c'est encore moi qui ai oublié d'enlever mon micro. Donc voilà. Je crois, Élise, qu'il y a d'autres questions avant que je donne la parole à Muriel. Élise, il est 8h moins 10. Hein. Alors, on sait qu'à 8h, on fait soit les applaudissements et les casseroles au balcon. Moi, ça continue chez moi. Donc, il nous reste que 10 minutes. Est-ce que, Élise, tu as des questions à nous lire? Et on essaye de faire un petit tour de tout le monde sur le mot de la fin pour nos luttes à venir. Bon, j'ai perdu Élise. Oui, bon, excusez-moi, j'avais un petit problème de connexion, mais c'est revenu. Une question de Florence qui demande sur la privatisation de l'Hôtel-Dieu, est-ce que ça n'est pas un avantage si ça permet de moderniser la partie restante? Alors, est-ce que Muriel, tu veux répondre à cela ou Olivier, ou sinon moi j'aurais des choses à en dire. Je pense que c'est pas un avantage parce que tout ça est lié avec les projets plus globaux sur l'île de la Cité, hein, puisqu'il y a déjà eu les déménagements de services de la préfecture de police, et donc le projet des promoteurs
et que la ville de Paris n'empêche pas. C'est de faire… Et même accompagne, parce qu'elle est partie prenante. Voilà, elle est partie prenante et elle accompagne. C'est de faire du centre de Paris une vitrine touristico-commerciale avec des boutiques de luxe, des hôtels, comme tu disais tout à l'heure, des restaurants gastronomiques, et que c'est toujours le même débat. C'est le même débat pour la gare du Nord. On dit, pour moderniser une gare ou pour moderniser un hôpital, il n'y a pas d'autre solution que le partenariat public-privé. Ben, c'est pas vrai, parce que finalement, quand on regarde la SNCF, puisque je parle un petit peu de la gare du Nord, si la SNCF a les moyens ou trouve les moyens ou demande les moyens, elle n'aura pas besoin d'avoir, je dirais, le groupe Auchan pour faire un centre commercial qui l'aiderait à financer ses travaux de modernisation. Même chose pour l'Hôtel-Dieu. Je pense que bien sûr, il y a des besoins de modernisation, mais il y a surtout les besoins de maintenir un équipement à l'échelle des besoins de la population parisienne, que ce soit les habitants ou que ce soit les touristes. On est quand même sur tous les arrondissements du centre de Paris qui sont privés d'un tiers d'un équipement hospitalier qui fonctionnait et qui est nécessaire. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas 36 000 solutions, c'est une vente spéculative foncière pour d'autres usages que ceux des services au public. Et je pense que là-dessus, on est arc-bouté sur un moratoire et il faut créer un rapport de force en associant effectivement les médecins et d'autres et les organisations syndicales, qu'on ait un front commun pour refuser cette dérive qui nous met dans le mur. Merci Muriel. Je sais que Mathilde va nous quitter. Mathilde, si tu veux nous faire un dernier coucou. Déjà, merci beaucoup à toi, Daniel. Ouais, merci à toi. Parce que ça faisait plaisir d'entendre vos différentes interventions et puis dire quand même que là, notre pays a vécu un choc terrible, mais que j'espère que avec, pour le coup, la prise de conscience de plein de gens que la santé est un bien commun, qu'on a besoin de bifurquer, de faire cette bifurcation écologique et solidaire, qu'on va réussir à gagner des luttes qu'on mène depuis maintenant beaucoup d'années pour certains et certaines d'entre nous, et à inventer ce monde qui sera quand même beaucoup plus heureux que celui qu'ils nous vendent actuellement. Donc, plein de courage à vous et puis merci encore. Merci Mathilde. Alors, est-ce que… À la prochaine et en tout cas, merci pour tout le combat mené par les parlementaires de la France Insoumise. Est-ce qu'il nous reste 5 minutes? Est-ce que l'un d'entre vous, Mylène, Olivier ou Muriel, vous avez un mot à rajouter avant qu'on se sépare pour cette première émission et maintenant pas de retour à la normale? Moi, je veux bien. Alors, vas-y, Olivier. Ok. Dans ce refus du retour à la normale, on est déjà sur le front. On a quitté le front du Covid pour certains d'entre nous pour repartir sur le front social. Dès demain, tu le disais, surtenons mobilisation au pied de l'établissement. Le lendemain sur Robert Debré dans le cadre des Jeudis de la colère. Et puis, on a déposé un préavis de grève pour ce qui est annoncé comme le Ségur de la santé par Olivier Véran. Préavis de grève pour le 25 mai prochain, donc c'est lundi prochain, avec une mobilisation, on l'espère, qui sera la première d'ampleur dans ce calendrier qui nous est proposé. Donc le 25, au pied du ministère pour soutenir la délégation qui ira négocier pour nous dans le cadre de ce Ségur de la santé. Et puis, un peu plus loin, une date à la mi-juin, une mobilisation pour un service public de santé, pour les moyens pour ce service public de santé, à la mi-juin, avec les collectifs interurgences, collectifs interhôpitaux, l'intersyndical dans toute sa globalité du monde hospitalier, à la même image que le 14 novembre et que le 15 février. Donc, on continue dans l'après-Covid, là où on l'avait laissé, la lutte. On est d'autant plus remonté que ce que l'on a traversé
non seulement on l'oubliera pas, mais on le pardonnera pas. On va aussi sur le terrain juridique parce que on a déposé dans le cadre de cette crise-là des dangers graves et imminents pour mise en danger des soignants. Vraisemblablement, ça se terminera en plainte au pénal, voire au Conseil d'État, parce que on nous dit que sur le pénal, ça risque d'être compliqué si les directions peuvent démontrer qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qui était le mieux dans les moyens qui leur étaient donnés. Donc, ce serait le Conseil d'État, mais on lâche pas non plus sur ce côté-là. Donc, le monde d'après, il va falloir compter sur nous pour le construire. Et ce sera vraisemblablement sans certains de tous ceux qui aujourd'hui nous donnent des leçons. Plus jamais ça, et ils ont des comptes à rendre. Voilà, et on continue la bataille. Il nous reste à peine 3 minutes. Mylène ou Muriel, un dernier mot? C'est dur. C'est bien de trouver que le temps était trop court dans une émission, ça donne envie d'en refaire. Voilà. Non, on lâche rien. Et on se retrouve très bientôt. Bon, et très bientôt à reconquérir notre droit de manifester. Voilà, et nous, on avait fait une carte des projets dont on ne voulait pas à Paris, qui s'appelait Halte au Monopoly à Paris. Et autant on a adoré jouer au Monopoly quand on était gosse, autant là, quand on voit que c'est vraiment le Monopoly et que c'est le cash qui tombe autour de projets qui sont à la fois écocides, qui sont absolument inutiles pour les habitants et qui nous bouffent des espaces verts. Et on l'a bien vu avec ce premier week-end de déconfinement. Moi, ça me tue toujours de voir les enfants et leurs parents tourner autour des grilles du parc dans lequel ils ne peuvent pas rentrer, alors que, je veux dire, ce dont on a besoin, c'est de nature, c'est de respirer pour au moins supporter ce déconfinement qui n'en est pas un. Donc, nous, on continuera à demander à la mairie de Paris et à la préfecture de police l'ouverture des parcs et des jardins et la création de davantage d'espaces de nature à Paris. Eh ben merci. Et nous, à Décidons Paris, on continue à défendre non seulement l'ouverture de ces parcs et jardins, mais l'arrêt de tous les projets qui bétonnent alors qu'il nous faudrait plus de 700 hectares. La bataille pour l'Hôtel-Dieu et contre la nouvelle APHP. Olivier, tu peux compter sur nous. On fait passer le message. Il faut qu'on soit nombreux à ces différents rassemblements. C'est important de contribuer à cette mobilisation-là. Mylène, on continue aussi la bataille pour défendre nos libertés. Il ne faudrait pas s'habituer et intérioriser que ça serait quelque chose de normal d'être à ce point-là dans une société du contrôle tout azimut et contre nos libertés. Alors maintenant, pas de retour à la normale. Merci à vous toutes et tous et j'espère à très bientôt dans les combats. Et pour celles et ceux qui nous ont suivis, à très bientôt pour une nouvelle émission. Et puis, je rappelle que vous pouvez aussi sur le site décidons.paris eh bien, nous faire part de vos témoignages, de vos coups de gueule, de vos propositions pour qu'on continue la bataille. Merci à vous tous et merci à Manuel et Élise qui nous ont assuré la partie technique. Merci à vous tous. À très vite.